Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc avec 10 exos pour les futurs subs, donc les futurs MPSI, PCSI, MP2I, PTSI, etc. etc. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que une fois en prépa, le rythme devient vraiment trop rapide et donc il faut profiter de ces vacances pour s'entraîner au max, découvrir de nouveaux raisonnements qu'on utilise en prépa. Donc personnellement, j'ai eu un peu de mal avec ces notions-là dès le début d'année et j'aurais aimé profiter de ces exos. Donc je vous conseille vivement de les faire. Je vous présente les énoncés, je vous laisse mettre sur pause pour les chercher. Et vraiment, avant de regarder la correction, ça a vraiment un intérêt que vous les cherchiez. Ça sert à rien de regarder la correction directement après. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si la vidéo vous plaît ou à m'indiquer en commentaire si vous aimeriez que je traite d'autres sujets avant la rentrée en prépa. Ah, donc on va corriger le premier exercice. Donc ça c'est une méthode classique, donc vous l'avez vu une fois, il faut savoir le refaire. C'est que quand on doit calculer l'intégrale d'une fonction cosinus ou sinus à une certaine puissance, eh bien il faut utiliser les formules d'Euler pour linéariser. Donc quelles sont les formules d'Euler? C'est que pour tout x cos de x, c'est exponentielle de ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et sinus de x, c'est la même chose, sauf qu'il y a un moins ici, et surtout il y a un i au dénominateur, faut pas l'oublier. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que l'exponentielle ix, c'est cos de x plus i sin de x, où i c'est le nombre tel que i carré égale moins 1, et évidemment le fait que exponentielle moins ix, bah, c'est cos de x moins i sin x, vu que cosinus est pair et sinus est impair. Donc voilà, ces formules proviennent de là. Et donc, bon, bah, on va les utiliser pour calculer cosinus puissance 4 de x. Et donc ça fait quoi? Ça fait apparaître une somme à la puissance 4. Donc évidemment avec un demi qu'on peut factoriser à la puissance 4. Donc il va y avoir du 1/16 qui va apparaître. Et pour calculer exponentielle ix plus exponentielle moins ix à la puissance 4, on va utiliser bien sûr un binôme de Newton. Donc on rappelle la formule du binôme de Newton. Si j'ai A et B deux complexes, pour tout n dans grand N, A plus B le tout à la puissance n, ça donne la somme du coup des k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k, la somme allant de 0 jusqu'à n. Donc ça en vérité, cette formule elle est vraie pour tout objet mathématique tant que les deux objets commutent. Donc c'est pas forcément valable avec des matrices si vous avez vu ça, si elles ne commutent pas. Donc par contre les complexes ça marche toujours vu que ça commute toujours. Donc bon, bah, on a cette formule du binôme de Newton et plutôt que de calculer les coefficients binomiaux k parmi n, donc on peut utiliser plutôt le triangle de Pascal. Pour ça, comment est-ce que ça se remplit? Il faut remplir la première colonne que de 1 et mettre que des 1 dans la diagonale et on remplit ce coefficient là, le 2 il s'obtient en faisant la somme du coup du coefficient qui est au-dessus et du coefficient qui est à la gauche du coefficient au-dessus. Donc en fait on fait 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 ça fait 3, etc., etc. 1 plus 3 ça fait 4, etc., etc. Et donc par exemple ce coefficient là ça donne 1 parmi 2. Il y a bien effectivement deux manières de prendre un objet parmi deux objets, donc prendre l'un ou l'autre en fait, hein. Donc voilà. Maintenant, on retourne à notre calcul, donc on applique le binôme de Newton. Donc à chaque fois, on a les coefficients 1, 4, 6, 4, 1 qui vont apparaître, qui sont bien les coefficients de cette ligne-là. Et après, on a donc le terme exponentiel x qui va prendre la puissance 4, l'autre qui prend la puissance 0, et ensuite le terme en rouge, à chaque fois, sa puissance va décroître alors que la puissance de l'autre va croître. Et à chaque fois, la somme des puissances vaut n, en l'occurrence vaut 4. Donc au final, bon, qu'est-ce qu'on a? On a des puissances d'exponentielles qui vont se simplifier. On va avoir du coup exponentielle 4ix plus 4 exponentielle du coup 2ix plus 6 plus 4 exponentielle moins 2ix plus exponentielle moins 4ix. Donc on voit qu'en fait on va pouvoir récupérer des paires d'exponentielle 4ix plus exponentielle moins 4ix et ça fait 2 cos 4x en vertu de la formule d'Euler. Et là de la même manière exponentielle 2ix plus exponentielle moins 2ix ça fait 2 cos de 2x. Et donc voilà, il ne faut pas oublier le 1/16 qu'on avait devant. Donc cos 4 de x ça fait 1/16 de ce qu'on a trouvé par le binôme de Newton. Après on développe le 1/16 et après on peut calculer l'intégrale par linéarité de l'intégrale. Donc il nous suffit de calculer chacune des intégrales morceau par morceau. On trouve que l'intégrale de 0 à pi sur 2 ça fait de cos de 4 de x dx ça vaut 0 parce qu'on va avoir un multiple de pi à l'intérieur du sinus. Là de la même manière l'intégrale de 0 à pi de cosinus de x dx ça va valoir 0. Par contre
contre, la seule intégrale qui est non nulle, ça va être l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dx qui va valoir effectivement pi sur 2 moins 0, c'est-à-dire pi sur 2. Et avec le terme 3 huitièmes devant, on va avoir 3 pi sur 2 fois 8, c'est-à-dire 3 pi sur 16. Maintenant pour sinus à la puissance 4, on fait exactement la même chose, on fait notre binôme de Newton à la différence près qu'il y a un moins qui va apparaître, enfin en gros il y a une alternance de plus et de moins, donc là on a plus, moins, plus, moins, plus. Le 4 ici il se développe sur le 2i, mais 2 à la puissance 4 ça fait 16, et i à la puissance 4 ça va faire 1, puisque i au carré fait moins 1, et moins 1 au carré fait 1. Donc voilà, après donc on a juste des moins qui vont apparaître par-ci par-là. Là ici on a du coup du moins 8 cos 2x alors qu'avant on avait du plus 8 cos 2x. Bon, en fin de compte on s'en fout puisque les intégrales de cos 4x dx et de cos 2x dx sur 0 pi sur 2 elles sont nulles, donc au final il va juste rester le terme 3 huitièmes fois pi sur 2 comme on a fait tout à l'heure, et donc on trouve que cette intégrale aussi du sinus 4x dx vaut 3 pi sur 16. Alors donc deuxième question avec un trinôme du second degré, donc ça commence assez simple, on pose donc l'équation z carré plus z moins 1 égale 0, donc évidemment les racines, pour les trouver on pose le discriminant delta égale b carré moins 4ac, donc en l'occurrence ça fait 1 au carré plus 4, ça fait 5 qui est strictement positif, donc elle met deux solutions réelles qui sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2, sur 2a, donc au final ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 2 et moins 1 moins racine de 5 sur 2. Et donc question B, on considère oméga égale exponentielle 2i pi sur 5, donc une racine cinquième de l'unité. Donc voilà, on s'intéresse à la somme du coup 1 plus oméga carré plus oméga cube plus oméga 4. Donc il y a quelque chose à remarquer, c'est que c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raisons oméga. Et on a une formule sur les premiers termes d'une suite géométrique, ça fait quoi? Ça fait 1 moins oméga puissance 5 sur 1 moins oméga. Et ça c'est valable que parce que oméga est différent de 0, sinon on diviserait par 0. Mais de toute manière, si oméga valait 1, eh bien on ferait juste la somme de 1, et donc on pourrait la calculer très facilement autrement. Donc voilà, on récupère que cette somme-là, elle vaut 1 moins oméga puissance 5 sur 1 moins oméga. Or, oméga puissance 5, ça fait quoi? Ça fait exponentielle 2i pi sur 5, le tout à la puissance 2. Et donc ça fait exponentielle 2i pi, et ça fait quoi? Ça fait cos de 2pi plus i sin de 2pi, et ça fait 1. Et donc 1 moins oméga puissance 5, ça fait 0. Et donc au final, on a bien montré que la somme, elle valait 0. Maintenant, on pose u égale oméga plus oméga moins 1, et on calcule u carré. Donc u carré, ça fait quoi? Donc c'est une identité remarquable, ça va faire oméga carré plus oméga moins 2 plus 2 fois oméga moins 1. Et donc ça va faire 2 au final, ce produit-là. Et maintenant, si on multiplie du coup par exponentielle 2i pi, oméga puissance 5, puisque effectivement on a des oméga à la puissance négative, nous on aimerait se ramener au résultat précédent et avoir que des oméga à la puissance positive, donc on a l'idée de multiplier par oméga puissance 5 dont on a vu que c'était égal à 1, donc au final multiplier par oméga puissance 5 ça va rien changer. Donc ça montre que oméga puissance moins 2 c'est oméga puissance 3, oméga puissance moins 1 c'est oméga puissance 4, et donc au final u carré plus u moins 1 ça fait quoi? Ça fait, on remplace tout simplement, on se rend compte que ça vaut la somme qu'on avait précédemment calculer la question B, et cette somme-là, il se trouve qu'elle vaut 0. Donc on a montré que u carré plus 1 moins 1 valait 0. Donc on a que u égale oméga plus oméga moins 1 qui vaut exponentielle 2i pi sur 5 plus exponentielle moins 2i pi sur 5. Et ça vaut quoi? Ça vaut par donc une formule de l'air, ça vaut 2 cosinus de 2 pi sur 5, puisque effectivement on a cette formule de l'air. Mais u, elle est solution par définition, par la question précédente, on a vu que u carré plus 1 moins 1 égale 0, donc u est solution de l'équation E, dont on a trouvé les solutions. Et les solutions, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2, ou moins 1 moins racine de 5 sur 2. Maintenant, il faut se demander laquelle des deux solutions est correcte, parce que il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc en l'occurrence, cosinus de 2pi sur 5, ça va être positif, puisque on regarde le cosinus sur 0pi sur 2, donc il va falloir prendre la valeur qui est positive. En l'occurrence, ça va être racine de 5 moins 1 sur 2, divisé par 2, puisqu'on a le 2 devant. Donc au final, on trouve que ça vaut racine de 5 moins 1 sur 4.
Ah, et donc question 3, exercice 3 plutôt. Donc on doit calculer donc, des factoriels. Ces factoriels, elles apparaissent en fait dans un problème de maths qu'on appelle les intégrales de Wallis. J'en ai fait une vidéo, je vous invite à regarder. C'est accessible déjà en terminale, donc vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Donc on doit calculer des nombres pour faire apparaître des factoriels, donc p plus 1 fois, etc., p plus n. Comment est-ce qu'on va faire apparaître des factoriels? En multipliant en haut et en bas, c'est-à-dire en multipliant par 1 en fin de compte, par p, p-1, etc., jusqu'à 1. De sorte qu'en haut, je récupère un p plus n factoriel, puisque j'ai bien tous les termes multiplicatifs de 1 à p plus n. Et de la même manière, en bas, je vais avoir des termes de p à 1. Donc j'ai p plus n, j'ai que c'est égal à p plus n factoriel sur p factoriel. Question B, à n, on a que c'est 2 fois 4 fois etc. fois 2 n, et donc au final, on peut factoriser par 2 à chaque fois, dans chaque terme, on factorise 2 par 2, 4 par 2, etc., 2n par 2, et donc ça va faire 2 fois 2 fois 2, etc. Combien de fois? Autant que j'ai de termes ici, c'est-à-dire j'ai n termes, et de l'autre côté, vu qu'on a factorisé par 2, il va rester 1, 2, etc. n. Donc là, je vais avoir du 2 puissance n, vu que j'ai 2 fois 2 fois 2, n fois. Et là, j'ai 1 fois, etc. fois n, je vais avoir n factoriel. Donc à n, ça va être 2 puissance n fois n factoriel. Donc C, AN fois BN, c'est quoi? C'est le produit des nombres impairs entre 1 et 2n, et fois donc le produit des termes pairs entre 2 et 2n. Donc au final, on va récupérer tous les termes. On va avoir 1, 2, 3, etc. jusqu'à 2n. Et donc au final, on va voir que c'est 2n factoriel. Et donc en pratique, je pense que c'est plutôt Bn qui nous intéresse, et on se rend compte que Bn, ça va être du coup 2n factoriel sur An, et donc on va récupérer que Bn, c'est 2n factoriel sur 2 puissance n, n factoriel, en divisant par An. Donc on poursuit avec un exo sur les suites, donc on considère Cn, une suite qui est définie par C0 égale 0, et pour tout n, Cn plus 1 égale 2Cn plus 2 puissance n plus 1. Et donc on nous invite à faire un changement de variable, dn égale Cn sur 2 puissance n. Eh bien, on peut exprimer du coup Cn en fonction de dn. On a Cn qui vaut 2 puissance n dn, et donc on peut l'injecter dans la relation, ou alors on peut aussi diviser par 2 puissance n plus 1, pour obtenir que Cn plus 1 sur 2 puissance n plus 1, ça vaut du coup dn plus 1 par définition. 2Cn sur 2 puissance n plus 1, ça va faire, les deux vont simplifier, on va récupérer Cn sur dn, Cn sur 2 puissance n, c'est-à-dire dn, et 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, ça va faire 1. Et au final, on récupère que dn plus 1, c'est dn plus 1. Et par ailleurs, d0, c'est quoi? C'est c0 sur 2 puissance 0, donc ça fait 2 puissance 0, c'est pas pathologique, hein, ça fait 1. Et donc on récupère que d0, ça vaut 0. Donc la suite dn, elle est quoi? Elle est arithmétique de premier terme d0 égale 0 et de raison r égale 1. Donc on peut en déduire une expression explicite de dn. On a dn qui vaut d0 plus rn. Et ça, vous vous rendez compte, si jamais vous avez du mal à... est-ce que là je mets rn-1, est-ce que je mets n-2, etc. Vous pouvez tester pour la plus petite valeur de n possible. Si vous prenez n égale 0, qu'est-ce que vous trouvez? Dans cette formule, vous trouvez d0 égale d0 plus 0. Donc vous avez bien une formule qui est correcte. Donc voilà. La formule du cours est bien reportée. Et maintenant, il faut remplacer avec d0 égale 0 et r égale 1. Donc on a dn égale n. Et maintenant, il nous suffit de revenir à dn égale donc Cn sur 2 puissance n. Donc on a Cn égale 2 puissance n dn. Et au final, vu que dn vaut n, on a Cn qui vaut 2 puissance n fois n. Cinquième exercice, donc calcul de limite. Quand on a un problème de limite avec une différence ou une somme d'ailleurs de racine carrée, on utilise la technique de la quantité conjuguée. Donc effectivement, ici, on a un problème d'indétermination. Racine de n plus racine de n, ça tend vers plus infini pour n qui tend vers plus infini, de la même manière pour racine de n. Donc on va avoir une forme indéterminée quand on va soustraire les deux. Donc au final, on va multiplier par donc le quotient racine de n plus racine de n plus racine de n, de sorte à avoir en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Et donc on va avoir ce résultat-là. Évidemment, au numérateur, on a fait apparaître quoi? On a fait apparaître une expression de la forme a moins b fois a plus b, donc c'est une identité remarquable, ça vaut a carré moins b carré, donc en l'occurrence, ça va valoir quoi? Ça va valoir n plus racine de n, donc a au carré, moins b carré,
donc ça fait n. Donc les n vont se simplifier, donc on voit qu'on est déjà embarqué sur le bon chemin. Et donc on va avoir racine de n sur racine de n plus racine de n plus racine de n. Donc c'est pas mal, et là on se rend compte qu'au numérateur on peut peut-être factoriser par racine de n. Effectivement, dans la première racine, on peut factoriser par n, et avoir que ça vaut n fois 1 plus 1 sur racine de n. Et après, vu que le racine de x fois y, ça fait racine de x fois racine de y, on peut factoriser du coup par racine de n et obtenir que ça vaut, combien est-ce que j'en ai? J'en ai du coup 1 plus 1 sur racine de n, et j'en ai une autre ici, donc ça vaut racine de n fois 2 plus 1 sur racine de n. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Après on peut simplifier par racine de n, c'était le but du jeu. On récupère que ça vaut 1 sur 2 plus 1 sur racine de n, et on fait tendre n vers plus infini, et on récupère que ça tend vers 1,5. Ce qui est quand même plutôt surprenant, parce qu'on s'attendait peut-être à ce que l'un l'emporte sur l'autre, alors que là, il y a vraiment une constante 1,5 qui apparaît un petit peu de nulle part, on la sentait pas venir. Ok, donc exercice 6, on considère h2n moins hn. h2n c'est quoi? C'est 1 sur 2n, plus etc. Donc plus 1 sur 2n moins 1, plus etc. plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n, plus etc. plus 1,5 plus 1, auquel on retranche hn, donc on retranche 1 sur n, plus etc. plus 1,5 plus 1. Donc ces termes-là, de la somme de h2n, ils vont être compensés par ces termes-là de hn. Et donc au final, il va rester que ces termes-là. Et la question c'est donc au final on récupère que ça vaut 1 sur 2n plus 1 sur 2n moins 1 plus etc. plus 1 sur n plus 1. Et on veut montrer que c'est plus grand que 1,5. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut se dire que chaque terme est plus grand que 1 sur 2n. Et effectivement, combien est-ce que j'ai de termes ici? J'en ai exactement n, puisque j'en avais n là, et en tout j'en avais 2n. Donc il me reste n termes ici. Et donc au final, si je somme cette inégalité, je vais avoir... donc on peut sommer les inégalités que s'il y a des entiers qui sont positifs. Donc en l'occurrence, je vais avoir que c'est plus grand que n fois 1 sur 2n. Et donc au final, nombre de termes fois le plus grand de tous les termes. Et donc au final, ça c'est quelque chose de très classique qu'on utilise en analyse. Donc au final, je vais avoir n fois 1 sur 2n, et donc je vais récupérer 1,5. Et maintenant, il faut montrer que hn diverge. Pour ça, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que hn converge vers une limite L. Et donc au final, si on passe à la limite dans l'inégalité du dessus, on va avoir L moins L est supérieur ou égal à 1,5, c'est-à-dire 0 supérieur ou égal à 1,5. Et ça, c'est évidemment contradictoire, puisque 1,5 est plus grand que 0 strictement. Allez, donc on va essayer de corriger ce 7e exercice en commençant par une interprétation graphique. Donc pourquoi le théorème est vrai à partir d'une représentation graphique. Donc le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on considère une fonction f de AB dans lui-même, donc qui est continue, c'est-à-dire dont le graphe est contenu dans ce carré-là, et donc dont le graphe doit être fait sans lever le stylo, puisque f est continu, et bien si je trace la droite d'équation y égale à x, peu importe le graphe que je fais, je croise forcément cette droite au moins à un endroit. Donc pourquoi ça c'est vrai? On va essayer de comprendre. Si je commence à un point et que je me soucie pas de ce que je fais, il y a de fortes chances pour que je croise l'équation y égale à x, donc en un point situé sur la droite. Maintenant, si je suis un peu plus filou, je vais essayer de fuir cette droite, donc je vais commencer en un point qui n'est pas donc sur cette droite-là, et donc je vais essayer de la fuir la plus longtemps possible, mais je suis obligé de finir dans ce carré-là, donc il y a forcément je vais forcément la croiser en B. Et maintenant, si je commence en A, je suis aussi foutu. Et donc, quoi qu'il se passe, j'ai bien un point fixe, c'est-à-dire je croise forcément cette droite-là à un endroit donné, puisque j'ai pas le droit de lever le stylo et je dois rester dans le carré. Donc maintenant, il va nous rester juste à formaliser cette idée. De manière générale, quand on veut montrer que il existe un point tel que une fonction continue est égale à une autre fonction continue, il suffit d'étudier la différence f-g qui est continue et de justifier l'existence d'un zéro par théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va poser la fonction g qui à x va associer f de x moins x. G elle est continue sur son ensemble de définition car f et x le sont. Par suite, qu'est-ce qu'on a? On a g de a qui vaut f de a moins a. Or f de a est supérieur ou égal à a puisque l'image de AB est contenue dans AB. Donc f de a est supérieur ou égal à a, et donc f de a moins a, c'est supérieur ou égal à 0. G de b, ça fait f de b moins b, et donc f de b est inférieur ou égal à b, donc f de b moins b est inférieur ou égal à 0.
Donc G, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est positive en A, négative en B, et G continue, donc par théorème des valeurs intermédiaires, G s'annule au moins une fois sur AB. Et donc conclusion, il existe un point donc X sur AB tel que G de X égale 0, et ça signifie exactement qu'il existe un X sur AB tel que f de X égale à X, et donc on a résolu l'exercice comme voulu. Allez, donc huitième exercice, on suppose donc l'existence de réels alpha et bêta tel qu'on ait cette décomposition en éléments simples là, et il nous faut chercher une expression de alpha et bêta. Donc pour ça, on a deux méthodes. Soit on met sous même dénominateur, c'est la méthode la plus simple, mais qui est peut-être pas la meilleure, je pense, parce qu'il y a un peu trop de calculs à faire. Donc on met sous même dénominateur et au final on trouve ce résultat là et donc il nous suffit de multiplier par t carré moins 3t plus 2 pour obtenir alpha plus bêta t moins 2 alpha moins bêta égale à 1, et donc après on peut identifier chacun des termes dans le polynôme. Donc alpha plus bêta, donc ça doit être égal à 0, et moins 2 alpha moins bêta, ça doit être égal à 1. Et donc bon, après on résout ce système gentiment, on trouve bêta égale moins alpha, alpha égale moins 1, donc bêta égale à 1 et alpha égale moins 1. Sinon, il y a une méthode plus astucieuse qui consiste à remarquer que t carré moins 3t plus 2, ça fait t-1 fois t-2. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la décomposition en éléments simples marche. Et donc 1 sur t-1 fois t-2, c'est égal à alpha sur t-1 plus bêta sur t-2. Donc pour trouver alpha et bêta, on peut multiplier par t-1. Et puis, respectivement par t-2, et faire tendre t vers 1, respectivement t vers 2. Donc effectivement, si on multiplie par t-1, on va avoir alpha, plus donc bêta t-1 sur t-2. Ici, le t-1 il va simplifier, il va juste rester 1 sur t-2. Et donc si on fait tendre t vers 1, le bêta t-1 qu'il y a ici va disparaître, et donc il va juste rester la limite de 1 sur t-1 pour t qui tend vers 1, et donc on va trouver alpha égale à 1, alpha égale moins 1, pardon, comme on avait trouvé ici, et bêta égale à 1 comme on a trouvé précédemment. Donc les deux méthodes sont équivalentes, mais la deuxième est plus efficace. Maintenant pour la deuxième partie, on a trouvé alpha et bêta, donc on a 1 sur t carré moins 3t plus 2 égale moins 1 sur t-1 plus 1 sur t-2. Ça c'est vrai pour tout t différent de 1 et 2. Et donc on peut trouver une primitive en trouvant des primitives de ces fonctions-là, des fonctions qui à t va associer moins 1 sur t-1 et des fonctions qui à t va associer 1 sur t-2. Et donc la primitive, c'est une primitive, ça va être moins ln de valeur absolue de t-1 plus ln de valeur absolue de t-2, puisque valeur absolue ln de valeur absolue de t-1, ça va être sa dérivée, ça va être 1 sur t-1, donc avec le moins devant c'est bon. Et là de la même manière, ça va fonctionner. Donc l'ensemble de définitions c'est quoi? C'est R privé de 1, 2, puisque en 1, 2 on a fondamentalement un problème, on divise par 0 quoi qu'il se passe, donc on peut pas proposer de fonctions, de primitives en 1 et 2. Et on a effectivement une valeur absolue qui fait que c'est valable sur R tout entier, parce que sinon le ln, on n'a pas le droit de mettre quelque chose de négatif ou égal à 0 dedans. Donc c'est pour ça qu'on met des valeurs absolues pour avoir qu'un problème quand t égale 1 et t égale 2, sinon on n'a jamais de problème. Donc exo 9, on doit montrer que racine de 2 est irrationnelle. Et pour ça, on a besoin d'un lemme qu'on va démontrer. Donc pour tout p dans n, p carré est pair implique que p est pair. Donc je rappelle, ça c'est le fait que racine de 2 est irrationnelle, c'est censé être au programme de seconde. Donc ça a déjà été vu normalement. Donc p carré est pair implique que p est pair. Mais ça c'est un peu pénible à montrer, parce que si on a p carré, comment est-ce qu'on passe à p? On applique une racine carrée, en supposant que p est positif, on peut peut-être s'en sortir, mais non, en fait on s'en sort pas. Donc c'est plutôt que de montrer que p carré est pair implique que p est pair, on va faire ce qu'on appelle contraposer, c'est-à-dire montrer que non p pair implique que non p carré pair. Et donc non p pair, si p n'est pas pair, p est forcément impair. Et donc au final on va devoir montrer que si p est impair, alors p carré est impair. Ce qui se fait assez bien effectivement, puisque si p est impair, on a p égale 2l plus 1 avec un certain l dans n. Et donc si on met au carré, on a p carré égale 2l plus 1 le tout au carré, ça fait 4l carré plus 4l plus 1, donc ça c'est une identité remarquable. Il nous suffit de factoriser par 2 pour remarquer qu'on a 2 fois l' avec un certain l' dans n plus 1, et ce qui montre que p carré est impair. Donc p est impair implique que p carré est impair, donc p carré pair implique que p est pair, en contraposant.
Et maintenant, on va utiliser ce résultat-là pour montrer que racine de 2 est irrationnelle. Donc on va supposer le contraire, on suppose que racine de 2 est irrationnelle, donc on peut l'écrire sous la forme P sur Q, avec P dans Z et Q dans N étoiles. Donc pourquoi Q dans N étoiles? Parce que Q doit être non nul, et on fait porter le signe par P, donc comme ça P est dans Z et Q est dans N étoiles. Et on va ajouter une condition supplémentaire, on va supposer que P et Q sont premiers entre eux, dans le sens où la fraction P sur Q est irréductible, donc on ne peut pas encore la simplifier. P et Q n'ont pas de facteur commun. Donc pourquoi est-ce qu'on a le droit de supposer ça? Parce que si P et Q avaient des facteurs communs, il suffirait de diviser par ces facteurs communs jusqu'à obtenir racine de 2 égale P' sur Q', qu'on supposerait irréductible, donc autant poser P sur Q irréductible. Ça revient juste à changer le nom de P et Q, et donc c'est pas passionnant. Donc maintenant, on va utiliser le lemme qu'on vient de démontrer. Donc on a racine de 2Q qui vaut P, donc P égale racine de 2Q. Si on élève au carré, on a P carré égale 2Q carré, donc P carré il est pair puisqu'il est écrit sous la forme 2 fois 1 carré. Donc P carré est pair, et par le lemme ça montre que P est pair. Donc P peut s'écrire sous la forme 2K. Et donc si on réinjecte dans P carré égale 2Q carré, on a Q carré égale 2K carré. Et donc ça montre que Q carré est pair, et donc par le lemme Q est pair. Donc P est pair, Q est pair, donc les deux admettent 2 pour diviseur. Donc P et Q en fait ont un facteur commun qui est 2, or on a supposé le contraire, donc c'est absurde. Et donc racine de 2, vu que c'est absurde, c'est que racine de 2 ne peut pas être écrit sous la forme P sur Q, et donc racine de 2 est irrationnelle, donc racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc voilà, c'est une belle démonstration par l'absurde, avec aussi, on a besoin d'un lemme où il a fallu contraposer, donc c'est assez intéressant de voir ce raisonnement-là qui est plutôt original quand on sort de prépa, mais quand on sort justement de terminale, mais quand on arrive en prépa, il faut savoir le faire. Maintenant, pour montrer que ln de 2 sur ln de 3 est irrationnel, on va utiliser plus ou moins les mêmes arguments. Donc on suppose le contraire, on raisonne par l'absurde, on suppose que ln de 2 sur ln de 3 ça s'écrit sous la forme P sur Q, on multiplie par Q on multiplie par ln de 3 et par Q, de sorte à avoir Q ln de 2 égale P ln de 3. Or on a une propriété des logarithmes qui dit que Q ln de 2 ça fait ln de 2 puissance Q, et P ln de 3 donc ça va faire ln de 3 puissance P. Et donc si on applique l'exponentielle, on obtient que 2 puissance Q égale 3 puissance P. Et ça pose un petit problème parce que le membre de gauche, il est pair, puisque c'est un produit de termes pairs. Le membre de gauche, il est impair, puisque c'est un produit de termes impairs. Donc on a créé un nombre qui est à la fois pair et impair, et ça c'est impossible. Effectivement, si Q et P valaient 0, on aurait juste 1 égale 1, et donc il n'y aurait pas de contradiction. Mais P et Q sont non nuls, Q est forcément non nul, et P est non nul, puisque ln de 2 sur ln de 3 est non nul. Donc conclusion, on a un entier qui est à la fois pair-impair, c'est impossible, donc ln de 2 sur ln de 3 est irrationnel. Allez, donc exercice 10, on va enfin finir avec donc un exo sur des équations différentielles. On suppose f dérivable sur r, tel que f' de t moins a f de t égale exponentielle bt. Donc la fonction qui a t va associer f de t exponentielle moins a de t, elle est dérivable par produit de fonction dérivable, donc il faut justifier qu'elle est dérivable avant de la dériver. Et donc si on dérive, donc terme à terme, on aura f' fois exponentielle moins at, moins a f de t exponentielle moins at. Or f' de t, par hypothèse, c'est exponentielle bt plus af de t. Et donc en remplaçant, on a du coup, on va avoir les af de t exponentielle moins at qui vont se simplifier. Il va juste nous rester une expression assez simple, g' de t égale exponentielle b moins at. Et donc là, on va distinguer les cas selon que b égale a ou non. Si b égale a, eh bien à l'intérieur on va avoir exponentielle de 0 pour g', donc exponentielle de 0 ça fait 1, donc il va rester g' de t égale 1, et donc en intégrant on va avoir g de t égale t plus une certaine constante d'intégration, donc qui est indépendante de t. Et maintenant comment est-ce qu'on repasse avec af? On a g de t égale f de t exponentielle moins at, donc en multipliant par exponentielle at, on récupère que f de t c'est t plus c fois exponentielle at. Et dernière question, si b est différent de a, alors une primitive de g', c'est cette fois-ci une primitive, la forme exponentielle b-a t sur b-a.
Donc effectivement, on voyait bien que si b égale a, on avait un problème, puisque sinon on aurait divisé par 0. Donc il ne faut pas oublier la constante d'intégration. Et donc après, il nous suffit de multiplier comme on a fait précédemment, de multiplier par exponentielle a de t pour récupérer que f de t c'est exponentielle bt sur b moins a plus c fois exponentielle a de t, et on a fini ce 10e exercice. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'ai essayé de sélectionner 10 exos qui sont intéressants et donc qui balayent une assez large partie du programme. Donc on a vu des complexes, de la continuité, des suites, des limites, des primitives, des équations différentielles. Donc on a vu une bonne partie et surtout on s'est familiarisé avec certains raisonnements qui sont peu employés en terminale, avec des démonstrations par l'absurde ou même des contrapositions, ou faire appel à un résultat qui n'est pas donné dans l'énoncé pour montrer ce qu'on veut. Donc c'est assez important de se familiariser avec ces techniques avant d'entrer en prépa pour ne pas accumuler du retard. Et donc en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu veux que je traite d'autres exercices. Et n'hésite pas à t'abonner parce que je vais corriger plein d'exos, que ce soit des exos de prépa ou peut-être même encore des exos avant d'entrer en prépa. Salut!